Ce soir, on a décidé ensemble, en petit comité, parce qu'on sait que c'est un moment un peu délicat ce soir, avec les actualités, les dernières actualités qui ne donnent pas forcément envie de sortir chez soi, mais c'est pour ça, encore une fois, qu'on maintient et qu'on est également en live sur les réseaux sociaux, comme on dit, au théâtre, au cinéma et dans les arts, show must go on. Allez, ce soir, on va parler ensemble de différents sujets. Je vais d'abord vous balayer rapidement les grandes lignes de notre programme. Jusqu'à présent, nous avons eu l'occasion d'échanger sur les grandes mesures, les grands projets phares. On n'a pas encore eu vraiment l'occasion d'échanger sur les sujets du quotidien. Mais d'abord, il me semble important de rebalayer rapidement, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas eu toutes les informations durant ces presque 6 mois de campagne, de revenir sur certains sujets. En particulier parce que vous l'avez vu, parce que la campagne est sous temps, pour des raisons politiques, de nouvelles informations émergent. Par conséquent, il me paraît important de commencer ce soir par revenir sur 2 sujets importants pour notre commune. Le premier sujet, vous le connaissez par cœur maintenant, c'est celui du contournement de la RD 154. Le deuxième sujet, encore plus, naturellement, celui de la marina sur la pointe de Vernet. Alors, je ne vais pas vous refaire encore 2 heures, on pourrait vous faire 2 heures sur la RD 154. Vous avez déjà lu, vous connaissez par cœur notre position. Mais il est quand même intéressant de noter une chose. Ça fait 19 ans que nous avons des élus qui sont en place. La même majorité, les mêmes décideurs. Et je trouve quand même amusant, mais vous me direz ce que vous en pensez, ça me semble assez amusant que notre campagne ait réussi, déjà, avant même les résultats, ait réussi à les faire changer d'avis. Ça fait un demi-siècle qu'on nous dit que rien n'est possible, qu'on nous dit que c'est une route départementale, donc seul le conseil départemental peut décider. Et c'est quand même plaisant, de se rendre compte que nous, qui avons porté haut et fort le choix d'une consultation citoyenne pour trancher ce débat avant l'été si possible, trancher ce débat une fois pour toutes, un vieux débat d'un demi-siècle, et bien nous sommes désormais suivis par à peu près tout le monde. À peu près tout le monde, y compris la majorité en place. Et donc, j'en déduis, c'est une chance, leur soutien. Donc je remercie M. Pierre Béguet de son soutien à notre consultation. Je remercie Mme Valérie Pécresse pour son soutien à notre consultation. Je remercie également la totalité des soutiens que vous trouverez dans le petit programme de M. Patrick Gingouille. Merci à tous pour votre soutien à notre première mesure forte qui a marqué le début de notre campagne. On peut les applaudir. Deuxième sujet, le sujet de la marina. Vous savez, ça fait quelques années que ce sujet est sur la table. Ça fait plusieurs fois qu'on nous a demandé notre position, après avoir fait cette enquête terrain, cette grande marche, et avoir découvert que 70% des habitants de notre commune sont opposés à ce sujet. Ils sont opposés pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils ne le comprenaient pas, parce qu'ils sont par définition opposés à tout ce qui est artificialisation des sols. De toute manière, c'est une régulation nationale qui est posée sur ce sujet. Mais ils avaient beaucoup de questions. Et je vous avoue que ce matin, quelle n'a pas été notre surprise? Quelle n'a pas été notre surprise d'avoir enfin, parce qu'il n'y avait rien dans le programme de la majorité en place, il n'y avait rien sur ce sujet. Alors on se posait la question, est-ce que finalement il se dédouanait, est-ce que finalement voilà. Et ce matin, vous avez pu écouter à la radio sur LFM, M. Patrick Gingouille, expliquer qu'il soutenait ce projet. Qu'il soutenait ce projet. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le choix de toute manière, parce que c'est un projet d'État. Un projet porté par l'État. Alors c'est ce qu'on vous avait dit. C'est un projet porté par l'État d'une certaine manière seulement. Le projet de la marina, c'est un projet qui s'inscrit en effet dans ce qu'on appelle un OIN, opération d'intérêt national. Une opération d'intérêt national implique des constructions sur notre commune d'ici quelques années, dans le cadre notamment de l'arrivée du RER E et E. Alors ce qui est assez intéressant, c'est d'abord se rappeler que cette opération d'intérêt national, son périmètre a été voté en conseil municipal. Ça avait fait l'objet de nombreux débats, et la zone avait été décidée en accord avec la majorité en place. Mais surtout, une petite chose assez importante quand même, c'est que une opération d'intérêt national, ça veut juste dire qu'on va devoir construire des logements, en effet,
et que c'est l'État qui l'impose. Sauf que, par définition, on parle d'un espace. Et l'espace dont il est question, bizarrement, eh ben, ils ne le mettent pas vraiment en avant. Parce que la zone dont on parle, c'est pas juste le terrain de la pointe, ça serait beaucoup trop facile. Là, ils auraient raison. Mais en l'occurrence, l'espace dont ils parlent, c'est finalement tous les terrains au-dessus de la voie de chemin de fer, y compris donc ce que nous avons défendu également depuis le début, la zone des 3 étangs, y compris par ailleurs, ce qui était en fait leur projet initial, la création d'une zone sur l'actuelle zone SNCF, vous savez, cette gare de triage désaffectée, qui aujourd'hui est encore utilisée par conséquent toujours à la SNCF dans le cadre de la réhabilitation et de la création des hubs, qui demain peut-être verra son statut changer. Une chose est sûre, c'est que absolument rien ne fait que ce serait l'État qui porte le projet de marina. En l'occurrence, construire, oui, on a toujours dit ici même, plusieurs fois je l'ai répété, qu'on n'était pas contre construire des choses de manière responsable, mais jamais n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et qu'à nos yeux, le terrain de la pointe n'était absolument pas, ne se prêtait absolument pas à la construction de logements, pour toutes les raisons que vous connaissez par cœur, pollution, risque d'inondation, risque d'enclavement, etc. Et que par conséquent, s'il fallait construire des logements à Verneuil, autant le faire sur la zone des 3 étangs, qui au moins est bien connectée à la future gare Éole, et puis favoriserait les mobilités douces et écologiques. Mais ce qui m'a amusé, c'est que lorsque j'ai entendu ce matin un élu, qui donc devrait connaître le dossier, et dire que c'est l'État qui a imposé cette marina, je dois vous avouer que j'ai eu envie de lui citer quelqu'un que vous connaissez tous. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît, et vous savez, encore une fois, je l'ai dit depuis le début, que jamais on a critiqué, qui avait dit quelque chose où, au moins, avec lui, nous sommes 100% d'accord. Vous savez de qui je parle? Je parle de notre maire, Philippe Teutou, qui disait il y a un an, ceci: les terrains dont vous parlez à Verneuil sont situés au milieu de la base de loisirs et l'environnement général est d'une qualité exceptionnelle et assez impossible. De nombreux promoteurs sont venus me proposer des projets relativement denses, mais à mon sens, sans grand intérêt pour la commune, car il était seulement prévu des constructions de logements. Donc, pendant très longtemps, j'ai refusé, c'est notre maire qui parle, tous les projets qu'on m'a proposés jusqu'au moment où j'ai creusé l'idée de la création d'un projet de marina à proximité de la Seine. Et le journaliste qui m'enchérit, mais alors, que s'est-il passé? Il l'explique. C'était il y a un an. J'ai parlé à un certain nombre de promoteurs et d'aménageurs et j'ai travaillé avec eux sur le projet que j'avais en tête. Finalement, c'est Urbanera qui a parfaitement compris ce que je souhaitais et m'a proposé un projet urbain et portuaire. La collaboration remonte à moins de 5 ans. Cela sera le grand projet phare qui permettra à un plus grand nombre de trouver où se loger. On vous mettra l'article sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez le lire par vous-même et vous faire votre propre idée. Mais bon, c'est quand même clair. Bizarrement, pour des projets, pour des raisons politiques, notre municipalité essaye de se dédouaner. Alors que dans les faits, il le reconnaissait il n'y a pas moins d'1 an, le projet de la marina a toujours été porté par les élus en place, et en particulier, comme vous constatez, c'est la première personne qui parle, par notre maire. Je pense avoir remis les points sur les i. Pour notre part, on s'est quand même posé la question, puisqu'on voyait qu'il cherchait à se dédouaner. Alors, on n'est pas plus bête que d'autres, on a été se renseigner. Alors, on a retrouvé les archives d'abord, mais aussi on a été voir directement les personnes concernées. L'État et donc les ministères concernés. En l'occurrence, vous l'avez vu, ce lundi, Madame la secrétaire d'État Emmanuelle Vargon est donc venue à Verneuil en visite privée pour découvrir ce terrain par elle-même. Elle en a profité à la suite de cette visite privée pour faire une déclaration que vous avez vue dans la presse après sa visite, où elle, en tant que ministre, s'est opposée frontalement à ce projet. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Vous connaissez notre leitmotiv maintenant. Stop à l'enfumage. Il suffit d'arrêter de dire des bêtises, juste pour des raisons politiciennes. On parle de sujets sérieux. On parle de sujets où il faut être responsable. Et dimanche, vous allez devoir élire un maire qui, pendant 6 ans,
aura la responsabilité de porter une vision de notre ville. Alors qu'il s'agisse de la RD 154, qu'il s'agisse de la marina, il faut des mesures fortes, il faut une vraie vision. Vous connaissez la nôtre, elle n'est pas politique, puisque nous vous l'avons présentée dès le début, après concertation et après notre grande marche. Dans ce cadre-là, vous espérez, à minima, au moins avoir répondu au maximum de questions, mais évidemment, si vous en avez, je répondrai à toutes celles à la suite. Allez, je vous avais promis de ne pas rester trop longtemps sur ces deux sujets, parce qu'il y a au moins un sujet où on est tous d'accord, ici, candidats qui se présentons, ce n'est pas les sujets du quotidien. Ce n'est pas les sujets du quotidien, ce n'est pas les sujets finalement de la vie quotidienne. Bien sûr, ça nous impactera. Bien sûr, ça aura des impacts sur des sujets du quotidien. Moi, j'ai toujours été amusé, surpris. On me disait, la RD 154, le contournement, franchement, vraiment, ça ne me concerne pas. Et je disais, bah quand même, déjà ça vous concerne parce que c'est un projet, un grand projet, mais au-delà, regardez les impacts que ça a sur votre vie quotidienne. Prenons un exemple tout bête. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, peut-être que vous les amenez en voiture, peut-être qu'ils y vont avec carapate, peut-être qu'ils y vont à pied, en vélo, j'en sais rien, mais peut-être aussi qu'ils y vont en transport scolaire. Peut-être qu'ils habitent à un endroit qui est séparé du boulevard André Malraux et qui, par conséquent, pour aller, je sais pas, au collège, ils prennent des transports scolaires subventionnés. Et dans ce cadre-là, vous seriez, par exemple, surpris de découvrir un impact direct d'un gros projet sur la vie du quotidien. C'est l'effet papillon. Parce qu'aujourd'hui, le boulevard André Malraux, tant qu'il n'a pas été réaménagé, il est classé comme dangereux. Et donc, en termes de subventions, les subventions de cars scolaires sont très bien financées. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il s'agit des grands projets, on n'a jamais la connaissance totale des implications financières, etc. Mais une chose est sûre, il ne faut pas se faire enfumer. Et c'est pour ça qu'avant de prendre des positions fortes sur ces sujets, il me paraît essentiel de parler sur ces sujets et sur les autres d'un autre sujet, la transparence. Alors quand on parle de transparence, de notre côté, on parle également d'un sujet un petit peu différent, qui est celui d'être naturellement citoyen. Être naturellement citoyen, ça veut dire accepter de débattre, d'échanger sur la totalité des dossiers. Alors vous allez me dire, ça devrait être le cas. Vous vous souvenez au premier atelier qu'on a fait ici même, dans cette salle, c'était en novembre, nous nous étions engagés en signant la charte pour une démocratie ouverte. Une charte par laquelle nous nous étions engagés notamment, je ne vais pas vous reciter les 10 points, mais vous les connaissez maintenant presque par cœur, à force d'avoir distribué, récité, partagé avec vous ces points, nous pourrons en reparler tout à l'heure. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne peut pas y avoir de débat, qu'il s'agisse d'un petit échange, qu'il s'agisse d'un grand débat, sans transparence. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que sur les 6 candidats qui se présentent aux élections municipales et donc à vos suffrages ce dimanche, quelle n'a pas été ma surprise, ici même encore une fois, de me retrouver dans un débat avec un seul autre candidat. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ne savent pas débattre? Est-ce qu'ils ne veulent pas partager leur position? C'est bien d'aller sur les radios le matin, la dernière semaine de l'élection, mais bon, peut-être que ce serait plus juste de venir discuter, échanger avec les citoyennes et les citoyens de notre ville. C'est ça la transparence. C'est être à portée des citoyens, être à vos côtés, faire ce travail de proximité. Alors ce n'est pas de la com. Quoique, vous savez, la communication, il n'y a pas que du mauvais, et bien au contraire, je pense que pour ce qui est de notre commune, il y a beaucoup de travail à faire pour justement mieux communiquer, mieux valoriser, mieux mettre en avant nos magnifiques projets, associations, citoyens, etc. La communication, on en a déjà parlé ensemble, c'est aussi quelque chose à revoir de notre côté. Mais au-delà de ce travail de communication pour notre commune, le travail de transparence et de proximité, ce n'est pas que de la communication. C'est juste répondre à vos questions, venir à vos côtés. J'étais tout à l'heure, avec Paul d'ailleurs, en tournée des commerçants. Ça fait déjà 6 mois qu'on fait à peu près toutes les 2 semaines une tournée pour rencontrer un par un tous les commerçants de notre commune. Échanger, comprendre, discuter. J'étais assez surpris tout à l'heure,
lorsque plusieurs d'entre eux nous ont dit « Ah bah, vous revenez jusqu'au bout. » Parce qu'il y en a qui sont venus avant Noël, une fois. Il y en a qui sont jamais venus. Vous êtes encore là. Et je tiens à vous dire quelque chose. C'est que ce travail de présence, de proximité, de transparence, c'est être exemplaire lorsqu'on vous demande ensuite également de participer à des débats, de contribuer à des échanges, d'être associé par le biais de consultations, de participer à des conseils de quartier, de proximité, conseil des aînés, conseil environnemental. Nous aussi, on avait proposé ce type de sujet depuis très longtemps, avant que tout le monde s'aligne. Tant mieux. Tant mieux. Tout cela pour dire qu'à quelques jours du scrutin, la première chose que je vous enjoins à regarder, ce n'est peut-être pas le programme, ce sont les faits. Le programme, vous les avez lus, probablement, ou vous allez les lire, les professions de foi, les programmes. Mais regardez ce que ça veut dire, la politique. Être capable de dire des choses, c'est bien, tout le monde peut dire des choses. Les faire, c'est mieux. Et en termes de transparence, en termes de consultation, en termes d'association des habitantes et des habitants à nos actions, nous avons joué le jeu depuis aujourd'hui, le 26 octobre. Alors je ne vais pas m'éterniser et à faire un long monologue, mais quand même, d'un côté des faits, de l'autre côté des paroles. Mais je vous propose de rebalayer très rapidement quelques-unes des actions que vous retrouverez de toute manière dans notre programme pour vous rappeler à la mémoire la manière dont nous avons constitué ce programme. Ça me paraît important de vous le dire, la manière dont ce programme a été constitué, ce n'est pas une boîte de com qui aurait été associée pour faire un programme dont une équipe n'aurait pas été capable de faire. Ce n'est pas un parti qui a créé un programme sur demande ou parce qu'encore une fois, nous aurions été incapables de le faire. Non, jusqu'à la dernière minute, nous avons du 26 octobre à Noël constitué cette grande marche, été à vos côtés, on vous a consulté. On a ensuite, nous, et je voudrais féliciter toute l'équipe de Naturellement Verneuil, nous avons déblayé des centaines et des centaines et des centaines de commentaires, de remarques, pour constituer deux choses. Une première chose, le programme que vous avez en main. Une deuxième chose, une liasse énorme de retours, de remarques, de questions, qui ne seront pas un complément de programme, mais seront la base réelle de notre travail si demain nous sommes élus. La première chose qu'on a vue lorsqu'on a commencé à travailler ce programme, c'est qu'il y avait un problème financier. Tout le monde nous le disait en nous soufflant dans l'oreille, comme si c'était honteux de dire qu'à Verneuil, on paye beaucoup d'impôts pour peu de services. Alors vous savez, ça serait très populiste de dire on va baisser les impôts, alors on voudrait tous. La question c'est comment ? Comment améliorer à minima la qualité de service ? À maxima, en effet. Envisager à moyen, à plus long terme, une amélioration des finances de la ville sans avoir pour autant des impacts trop forts sur notre fiscalité. Et c'est très simple. Cette clé, c'est strictement celle de l'attractivité. Sans attractivité, notre ville va mourir. Pourquoi ? Parce que les gens s'en vont, les jeunes partent. Les personnes âgées nous le disent, on part. Les familles ne vivent pas la ville, elles y dorment. Si vous ne voulez pas que Verneuil devienne une ville dortoir, une ville morte, il faut savoir se remonter les manches. Ça fait des années que nos élus le disent et le savent. Ça fait des années qu'ils prétendent y avoir travaillé le sujet. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui sont venues à Verneuil, il n'y en a pas, ou très peu. Demain, si nous sommes élus, nous ferons des conditions de l'attractivité économique notre priorité. Pourquoi ? Pour pouvoir, grâce aux impôts que cela nous procurera, grâce aux taxations que cela nous procurera, envisager de refinancer des nouveaux services et, si possible, en effet à moyen long terme, jouer sur votre fiscalité. Il y a 19 ans, en 2002, un peu moins, vous vous souvenez lorsque notre maire actuel, Philippe Tautou toujours, avait augmenté de 25% vos impôts ? C'était pour deux sujets, Bois de Verneuil et Aéroparc.
largement financée depuis très longtemps. Alors pourquoi cette taxation n'a pas évolué? Pourquoi on ne vous l'a pas baissée si ces sujets sont dans le passé et qu'il n'y a pas eu de financement d'autres services? Parce qu'à l'heure des grands projets, il n'y a rien eu. C'est quoi les derniers grands projets dans notre commune? Le dernier grand projet dans notre commune, finalement, c'est la médiathèque. Waouh! Waouh! Alors bon, l'attractivité économique sera la clé de la valorisation de notre quotidien. Ce sera la clé de la structuration d'une vraie vie dans la ville. Attirer des entreprises, créer du financement, faire venir notre ville, la faire briller et par conséquent la réanimer. Mais deux choses. Quand on dit qu'on veut attirer des entreprises, il y a des conditions. La première condition, c'est que les entreprises, elles cherchent des choses. Elles cherchent, et c'est naturel, elles cherchent d'abord à avoir un cadre qui est connecté. Un espace connecté, c'est un espace où les mobilités sont fluides, où vous pouvez changer, aller prendre votre train sans devoir y aller à pied à la gare et faire 20 minutes de marche parce que votre bus, si vous le prenez, l'intermodalité est mauvaise et par conséquent, comme c'est mal connecté, si vous prenez le bus, vous ratez le train. Ou vice-versa d'ailleurs. Ou alors si vous prenez un vélo, vous ne trouvez pas de place pour vous garer. Ou alors vous en trouvez une, mais pas en sécurité, avec des risques de dégradation à la clé. Tout ça pour dire que les mobilités sont une demande, c'est un prérequis pour pouvoir parler d'attractivité. Et ce prérequis doit être une priorité puisque l'attractivité n'est possible à Verneuil qu'aujourd'hui parce que nous vivons un moment historique, l'arrivée du RER E. Lorsqu'il y a quelques années, Canal+ a failli mettre son siège à Verneuil, pourquoi au dernier moment ils ont dit compliqué? C'est parce que nos élus, ils le disent, nos élus ont été incapables de les rassurer en leur expliquant quand est-ce que les RER allaient être mis en place. Aujourd'hui, la visibilité est de plus en plus forte. Le terrain est de moins en moins bien préparé. La structure, notre structure économique n'est pas prête. Nos mobilités ne sont pas connectées. Rien n'est fait pour préparer Verneuil à affronter l'une des plus grandes transformations que notre commune ait connue. La deuxième chose que les entreprises elles veulent lorsqu'elles s'implantent sur un espace, c'est par ailleurs que leurs employés puissent vivre bien. Alors, on veut toujours que ces employés vivent mieux. Mais au-delà, vivre bien, ça veut dire quelque chose de simple. Ça veut dire vivre dans un espace où la qualité de vie est bonne. Et une qualité de vie bonne, c'est un espace, c'est une qualité de vie dans un espace naturel, valorisé, protégé, réellement naturel. Nous ne pouvons pas envisager de vivre une ville béton. Nous ne pouvons pas laisser Verneuil devenir Verneuil sur béton. Nous avons choisi toutes et tous Verneuil parce que Verneuil est une ville verte. C'est pas moi qui le dis. Lors de la Grande Marche, vous étiez quasiment, 98% à le dire. Et vous nous avez tous dit que le corollaire, c'est que vous étiez dégoûtés lorsque vous voyez les constructions, le parc Saint-Martin, l'orangerie, etc. Alors j'ai bien lu. J'ai bien lu les élus actuels qui cherchent encore une fois à se dédouaner. Ils ont raison. Ils ont raison d'essayer parce que je crois que les habitantes et les habitants ne sont pas très contents des dernières réalisations. Aujourd'hui, valoriser notre patrimoine naturel, qu'il s'agisse de la pointe, qu'il s'agisse de nos espaces verts, de notre forêt, préserver, valoriser, cultiver. Et pourquoi je dis cultiver? C'est parce qu'on pense à plein de choses. Remettre du vert dans les écoles, de la petite haie dans la cour d'école, jusqu'au ramassage des dépôts illégaux dans les forêts. En passant naturellement sur l'idée simple de favoriser les petits espaces verts pour que chacune et chacun puisse mettre les mains à la pâte et vivre la ville, travailler la terre à côté de chez soi. Encore une fois, c'était une demande qui ressortait. Des gens qui nous disaient « j'ai des petits espaces verts en face de chez moi, ils ne sont absolument pas traités,
une fois par an maximum. Est-ce qu'on ne pourrait pas y planter quelque chose? Protéger, valoriser, c'est naturel. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes donc entre deux visions du monde. D'un côté, une ville béton. Je ne vais pas donner les chiffres parce qu'ils sont ingrats. Mais aujourd'hui, si vous les regardez, les permis de construire ont quasiment doublé. Les constructions fleurissent. Il n'y a pas besoin de toute manière d'aller voir les chiffres. Je vous propose juste d'aller vous promener le long du boulevard André Malraux. Marchez d'ici par le boulevard jusqu'à la gare, comptez par vous-même. La Faisanderie, les deux constructions sur le boulevard, l'Orangerie, le Clos du Château, etc. Alors moi, je veux bien que certaines personnes se posent la question de notre engagement sur les questions naturelles, on nous renvoie à plein de sujets. Mais retenez bien une chose. Retenez bien que lundi dernier, il y avait deux visions du monde qui s'affrontaient. D'un côté, nous étions avec la secrétaire d'État pour protéger notre nature, protéger nos espaces naturels, nos oiseaux sur la pointe et sur les étangs. Nous étions en train de présenter, naturellement, notre programme écologique et notre vision de la ville. Pendant ce temps, les élus actuels étaient à l'Orangerie en train d'inaugurer un grand complexe immobilier sans logements sociaux par ailleurs. Alors dimanche, vous aurez le choix entre une ville béton et une ville verte. Je crois que vous avez déjà fait votre choix, mais n'oubliez pas d'y penser lorsque vous mettrez le bulletin dans l'urne. Au-delà des sujets de mobilité, au-delà des sujets naturels, écologiques, on n'attirera jamais des entreprises à Verneuil et des habitantes et des habitants, on n'attirera jamais personne si on n'a pas un cadre protégé. Alors il y a certaines personnes qui nous ont dit vous y allez un peu fort à dire que vous voulez une tolérance zéro. Parce que ça rappelle... Alors à chaque fois on leur dit ça rappelle quoi? Alors, ils nous disaient oh là là, ça fait un peu extrême droite. J'avais envie de leur dire extrême droite? Vraiment? Parce que la sécurité c'est réservé à l'extrême droite? Vous vous souvenez au dernier atelier quand j'ai demandé à chacun dans la salle qui avait subi des attaques, des violences, des incidents, j'avais quoi, les 4/5e dans la salle qui avaient levé la main. La tolérance zéro, c'est notre priorité. C'est pas une question de politique. J'en ai rien à faire. C'est pas une question de parti. J'en ai rien à faire. C'est une question de bien vivre. Et tout simplement, c'est une question que vous nous avez posée. Il est inacceptable de voir des intrusions dans nos écoles. Il est inacceptable de laisser faire ce que nous savons. Des camions rôdés autour de Janzay, des deals de drogue à Notre-Dame. Alors bien sûr, c'est mineur et Verneuil n'est pas une ville à risque, intensément à risque. Mais il y a des réalités, des cambriolages, des agressions. Et les nier n'est pas responsable. Alors on peut me mettre face aux chiffres, comme certains ont essayé de le faire. Mais souvenez-vous, c'est pas parce que les chiffres baissent que la réalité change. Et si les chiffres baissent, c'est d'abord parce qu'à l'échelle nationale, les chiffres, heureusement, baissent. Et que le ministère de l'Intérieur fait son boulot. Alors bien sûr, il y a des réalités du terrain, il y a des choses qui vont mieux. Mais la réalité, elle est forte. Et lorsque ce matin, Patrick Jéguic, au micro de LFM, a expliqué que lui aussi était pour une police pluricommunale, lui aussi était pour avoir plus de policiers, même la journaliste n'a pas pu s'empêcher de l'arrêter et de lui dire « Mais alors vous êtes d'accord avec Naturellement Verneuil ?» Et sa réponse, elle est magique. Parce qu'il l'a fini dans un bafouillement. Maintenant, il y a des choses que je voudrais mettre plus en lumière, des sujets qu'on a peut-être moins parlé. Des sujets, d'une certaine manière, qui sont essentiels, mais moins du quotidien, ou du moins moins ressentis. Pourtant, vous étiez plus de 60% à nous dire que l'intercommunalité était pour vous importante. Ce chiffre, je dois vous dire, à Verneuil,
il serait incompréhensible s'il n'était pas lié à une réalité, celle du fait que notre maire, M. Philippe Tautou, est également président de notre intercommunalité, ce qui explique qu'il l'ait bien valorisé à Verneuil. D'ailleurs, lorsque j'entends qu'un bon maire doit être un maire à plein temps, je m'interroge de sa part et de la part de son équipe, puisque lui-même ne l'était pas. Mais peu importe. Souvenez-vous de notre position sur l'intercommunalité. Pourquoi ? Parce que vous nous aviez dit, souvenez-vous, un peu avant les fêtes, lorsque nous débriefions de la Grande Marche, que vous ne voteriez jamais pour un maire qui n'aurait pas un vrai programme sur l'interco. L'intercommunalité, ce n'est pas un sujet sexy, d'autant plus que personne n'y comprend rien. On ne vote pas directement pour les conseillers à l'interco. Et puis, d'une certaine manière, la transparence, elle est quasiment nulle. Notre position, c'est non à un Brexit territorial. Cette interco, elle est incompréhensible. Elle est mal fichue. Tout le monde est d'accord. Mais non, on ne va pas commencer à tout refaire, parce que les réalités et les compétences de l'interco, il faut immédiatement s'en ressaisir. Et immédiatement, surtout, les reprendre en main pour améliorer votre quotidien. Il est inacceptable de voir dans certains quartiers que cela fait plus de 6 ans que vous demandez que vos voiries soient refaites et que cela ne soit toujours pas refait. Alors on vous dit que c'est l'interco, mais l'interco c'est comme l'Europe, il n'y a pas de numéro de téléphone. Et le problème, c'est que vous êtes face à un miroir. D'un côté, lorsque vous parlez à la mairie, on vous dit « mais c'est pas nous, c'est l'interco ». Et de l'autre côté, vous regardez le miroir et vous vous dites « mais pourquoi me renvoyer le sujet, puisque c'est vous qui êtes maire, mais également président de l'interco ». 8 km de voiries en 6 ans seulement ont été refaites à Verneuil. 8 km. Ils en sont fiers, ils l'ont mis dans leur programme. 8 km. Et puis vous voyez où c'est, par ailleurs. En particulier dans le centre-ville et dans certains quartiers. L'interco, ça doit être une priorité pour les élus de demain. Pourquoi ? Parce que si nous ne remettons pas certaines des compétences, si nous ne réintégrons pas certaines compétences à l'échelle communale ou pluricommunale, nous n'arriverons jamais rien à changer. Pour la sécurité, il faut travailler avec le syndicat intercommunal, le CIVUCOP, avec Triel et Vernouillet, pour renforcer notre police pluricommunale, permettre d'avoir une police 24 heures sur 24, de la vidéosurveillance de terrain, plus de caméras et des personnes surtout qui les regardent. Pour la voirie, il faut absolument que ces compétences puissent être mises également au seuil pluricommunal, parce qu'il n'est pas normal que des mairies comme Vernouillet se sentent obligées, elles, en douce, d'acheter des petits équipements pour refaire à leurs petites échelles cachées les voiries, parce qu'elles savent très bien qu'il va falloir attendre des années si on attend GPSO. Les conséquences politiques de GPSO, les conséquences en termes de compétences, de personnes, et la politisation d'une structure que personne ne comprend nuit à notre quotidien. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous devons jouer notre rôle dans cette structure, veiller à ce que les pactes en termes de fiscalité soient renégociés. Nous devons également absolument réinternaliser certaines compétences à notre échelle et demander pour le reste que l'interco joue son rôle. Une voix forte dans une structure faible, mais qu'il nous faut renforcer pour que notre quotidien soit amélioré. C'est ça notre position sur l'interco. Et si je me le permets de le dire, c'est parce que l'intercommunalité, parmi ses compétences, elle a plusieurs choses, dont 3 que je voudrais souligner. L'attractivité économique, la mobilité pour certaines, mais également les sujets touristiques et plus globalement les sujets culturels pour certains. Si je me permets de le dire, c'est parce que ce sont des sujets qu'on ne connaît pas. Vous saviez vraiment tous que, oui, en l'occurrence, l'attractivité... Vous savez qui c'est le vice-président à l'attractivité de GPSO ? Quand même. Carl Olive. On ne le sait même pas. C'est pas assez valorisé.
En tout cas à Verneuil. Il s'est valorisé à Poissy, tout le monde le sait. À Poissy, chacun des maires valorise la totalité de ses compétences. À Poissy. Mais à Verneuil, les vice-présidences ne sont pas connues. Si je vous demandais, on peut jouer, hein. La vice-présidence de Conflans, la vice-présidence, etc., on ne le sait pas. Et si je vous demandais les compétences de notre maire en tant que président de la structure, on n'en saurait rien. Ça montre bien qu'il faut participer, mais qu'il faut revoir. D'ailleurs, tous les élus sont d'accord. Chacun des élus fait son rôle dans sa ville. Et certains élus, en effet, comme Carl Olive, jouent ce rôle de communication au sein de sa ville. Mais à Verneuil, la transparence, elle est nulle en matière d'interco. À part peut-être un petit clip pour les nouveaux arrivants et 2-3 petites choses que vous lisez dans vos boîtes aux lettres. Et pourtant, les implications, elles sont fortes, parce que l'attractivité, l'aménagement, mais aussi d'une certaine manière le tourisme, c'est dans leurs mains. Alors bien sûr, à l'échelle communale, on peut faire des choses, et vous découvrirez nos mesures dans notre programme. Nous, à notre échelle, nous souhaitons valoriser notre commune, notamment en jouant sur de nouveaux jumelages. On n'a plus de jumelage avec une ville anglophone à Verneuil, c'est quand même dingue. Alors je veux bien qu'il y ait eu un Brexit, mais on a quand même pas mal de jeunes à Verneuil qui apprennent l'anglais. On n'a même plus de quoi faire des échanges. Alors peut-être que ça ne vaut pas le coup d'aller en Angleterre pour faire un jumelage. Peut-être qu'il vaut mieux aller en Irlande, ou en Suède, j'en sais rien, mais il faut bien se relever les manches, au lieu de laisser notre ville, petit à petit, se rabougrir. Il y a des bonnes raisons, il y a eu des bonnes raisons, mais le passé, c'est le passé, il faut se tourner vers l'avenir. La nouvelle page de Verneuil que nous voulons écrire, c'est une page où nous la valorisons, une page vierge, où nous assumons le passé pour écrire une suite mieux valorisée. Et parmi les sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, pas seulement parce que nous faisons des tournées régulières avec Séguir, avec Paul, avec d'autres, il est essentiel, pour jouer la carte de l'attractivité, d'assumer la carte du commerce. Pourquoi ? Naturellement parce que les commerces sont une chance à Verneuil. Vous êtes nombreux à nous avoir dit que les commerces étaient ce qu'il manquait. Et pourtant, il y a une demande extrêmement forte. On parle de plus de 40 dossiers déposés à la mairie pour s'installer au niveau de l'ancien état civil devant Jean Jaurès. On voit bien qu'il y a une appétence. On voit bien qu'il y en a qui sont prêts à se relever les manches, à s'installer dans notre ville et à la faire vivre au mieux. Et pourtant, la réalité du terrain, c'est le Clos du Verger où un par un les magasins ferment, la pharmacie, bientôt la résidence qui va se déplacer au niveau de la Dolce Vita, elle-même appelée à fermer. Bref, une ville qui petit à petit se tend. En particulier avec ce qui se passe à la Fessandrie, il est temps de réanimer notre ville, de valoriser nos commerces, de les mettre en avant et de les accompagner pour être mieux connectés avec notre mairie. Et d'une certaine manière, quand on parle des commerces, on parle de vous. Pourquoi ? Parce que c'est votre vie du quotidien. Le nombre de personnes qui me disent « moi, vous savez, je vous ai jamais vu parce que finalement, je ne vais pas au marché. Finalement, je ne vais pas non plus vraiment à Auchan, c'est un peu cher, ou je ne sais pas. Alors, je vais faire mes courses ailleurs, à Paris parce que j'y travaille, dans une autre des grandes villes parce que j'y travaille, ou juste parce que c'est moins cher. » Nous avons besoin absolument de revaloriser nos commerces, d'en attirer de nouveaux et de les accompagner pour rester sur la durée. C'est un problème réel dont ils nous ont fait part. Et symétriquement, à partir du moment où vous êtes nombreux à nous dire « dis donc, si vous n'étiez pas venu en porte-à-porte nous voir, jamais on vous aurait vu », ça montre bien qu'il faut créer de la cohésion, créer de la valeur ajoutée, revaloriser notre commune et, naturellement, cela passe par la question clé du logement. Alors vous allez me dire pourquoi le logement ? Ce n'est pas le sujet peut-être le plus sexy, c'est par contre une réalité qui est forte à Verneuil. Si je me permets de faire cette transition, c'est parce que la question du logement, elle me tient particulièrement à cœur. Durant les séquences de porte-à-porte, vous avez été nombreux à nous dire les deux sujets de notre vie quotidienne, outre pour ceux qui ont des enfants les questions de scolarité, on y viendra, c'est vraiment cette question commerce-logement. Pourquoi ? Parce qu'à Verneuil, nous avons une chance. Nous avons un cadre de vie formidable. Nous avons des logements qui respectent les normes, 25% de logements sociaux. Et nous avons pourtant
des logements qui poussent comme des champignons. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est la réalité du terrain. Demain, on vous l'a déjà dit, vous le relirez sur notre programme, on se battra coûte que coûte pour lutter contre la salubrité. On se battra coûte que coûte pour accompagner les personnes qui, pour des raisons personnelles, se retrouvent coincées au 5e étage de bâtiments rouges sans ascenseur et qui, parce qu'elles sont vieillissantes, ne sont pas dans des logements dignes. Des choses sont faites par notre commune et c'est une bonne chose. Nos élus sont bel et bien sur le terrain sur ces sujets. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement le rôle des élus, c'est le rôle du maire sur la question du logement. Nous devons fixer un nouveau cap, faire du logement l'une de nos priorités. Alors vous allez me dire, tout est prioritaire? La réponse est oui. Mais cela étant dit, il faut accepter une chose. Il faudra accepter demain de faire un petit bras de fer avec les bailleurs pour éviter des situations que je vous ai racontées maintes et maintes fois. De l'inaction à la Faisanderie, en passant par la porte vers Janzay, des réalités dures comme les caves vers le Parc Blanc, toutes pleines d'amiante et qui sont les seuls endroits où les jeunes peuvent se retrouver. Si la question du logement, je me permets de la soulever, peut-être d'ailleurs pour l'une des premières fois ce soir, c'est parce que c'est une question taboue. Parler de la RD 154, de la marina, ce sont des sujets macro qui nous concernent tous, qui sont politiciens. Et la réalité, c'est qu'il faut aussi parfois connaître le terrain et assumer une chose simple, à savoir assumer que les réalités du quotidien ont parfois autant voire plus de valeur que ces grands sujets macro-éco. Je ne vais pas vous balayer la totalité des sujets de notre programme parce que sinon on n'aurait pas fini. Mais je voudrais quand même en balayer un et revenir rapidement sur un sujet, celui de la maison des opportunités. Cette maison des opportunités, si nous en parlons depuis maintenant quelques semaines, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un modèle de notre gouvernance et de la manière dont nous appréhendons les différents sujets qui ont structuré notre campagne. Nous avons besoin, nous l'avons dit, de réanimer la ville, donc d'avoir des lieux où les jeunes et les moins jeunes peuvent se retrouver. Nous avons besoin d'un lieu pour accueillir des micro-entreprises, des start-up, des entreprises innovantes. Nous avons donc besoin d'un incubateur. Nous avons besoin de favoriser les mobilités, mais aussi l'immobilité. On pourra en reparler si vous avez des questions, stationnement, mais également télétravail ou coworking, lorsque cela est possible. Vous voyez qu'à Vernouillet, lorsqu'ils l'ont fait, lorsqu'ils l'ont mis en place, ça a été un vrai appel d'air. Les gens le voulaient, les gens le vivaient, les gens le souhaitaient. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une chance absolue, inégalée. Parce que si nous construisons des espaces qui ne sont pas des espaces réservés, des espaces réservés par exemple parce que vous auriez d'un côté vous auriez d'un côté les jeunes, de l'autre côté les personnes âgées, d'un troisième côté les travailleurs. Si nous avons la possibilité de créer des guichets uniques, de créer des espaces où nous nous retrouvons, alors, dans un seul lieu, nous recréerons de la cohésion, de l'animation et surtout des opportunités pour toutes et tous, puisque chacun y trouvera son compte. Je me souviens d'avoir entendu des jeunes dire qu'ils aimeraient pouvoir juste avoir un espace où se retrouver, pour pouvoir juste apprendre, parce qu'ils étaient en CAP coiffure et qu'ils auraient bien aimé avoir juste un endroit, une chaise, un miroir, pour se mettre à disposition. J'en ai entendu d'autres dire, nous on veut juste un endroit où on peut faire du bruit. Et c'est bien naturel. Puis j'ai entendu de l'autre côté des personnes beaucoup plus âgées me dire, mais nous aussi on veut faire la fête. Puis on en a marre d'avoir des thés dansants seulement 2 semaines avant les élections. C'est pas une question unique, une question d'âge, une question de personne. La seule question qui vaille, c'est une question d'opportunité. Nous devons donner les mêmes opportunités à toutes et tous, quel que soit l'âge, quels que soient les centres d'intérêt, quelles que soient d'une certaine manière les opportunités recherchées. Alors on pourrait parler des heures, mais d'une certaine manière,
Le plus simple est sans doute de vous laisser rapidement la parole. Alors je vais balayer très rapidement les différents sujets qui nous importent. Vous les connaissez déjà et vous les retrouverez encore une fois dans notre programme. On est à quelques mois maintenant des Jeux Olympiques. Les villes à côté en ont énormément bénéficié en termes d'infrastructures. De notre côté, ce sera trop tard. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut se résigner et qu'il n'y a rien à faire. Nous avons dans notre équipe des personnes suffisamment expérimentées pour être demain capables de capter une partie de cette richesse nationale à l'échelle locale. De la même manière, il est absolument essentiel d'aborder les sujets de jeunesse et d'éducation. Si vous avez des questions, je serais ravi de vous y répondre. Mais vous savez, d'une certaine manière, la plupart des sujets qui nous ont été remontés étaient avant tout des sujets de bon sens. Par conséquent, de la même manière, je vous invite tout à l'heure à venir échanger plus directement si vous le souhaitez, mais il n'est pas question, comme certains me l'ont dit, de tout transformer, de tout révolutionner, non. Juste d'accepter qu'on pose les jalons pour améliorer des sujets du quotidien, améliorer nos écoles et ses infrastructures, améliorer la qualité de vie, améliorer aussi l'accompagnement, le périscolaire et plus globalement la présence, les présences autour de nos enfants, ATSEM, etc. Et puis il y a encore d'autres sujets, les sujets d'accompagnement de nos aînés. J'en ai parlé rapidement, nous pourrons en reparler. Les sujets de solidarité, d'association, de culture, d'animation. Oui, il faut réanimer notre ville. Oui, il faut mieux associer les citoyennes et les citoyens de notre commune. Oui, jusqu'au bout, il faut créer de la valeur, il faut créer d'une certaine manière du lien entre vous, entre nous. Alors oui, c'est pas simple. Et oui, il faudra plus que des mots. Il faudra aussi des nouveaux formats. Et notamment, passer au digital. Notre commune a raté l'étape du digital. Notre commune a raté l'étape du digital parce que notre commune n'a même pas un site internet digne de ce nom, une application ou quoi que ce soit. Vous vous rendez compte, sans faire de la critique facile, que si ce soir nous ne sommes pas si nombreux finalement, c'est parce que de très nombreuses personnes nous ont prévenus en disant « Ouh là là, avec le coronavirus, on hésite un peu à venir ». Le nombre de rumeurs sur les réseaux sociaux, sur des groupes Facebook, parsemés de trolls. Ben vous savez quoi ? La mairie n'a aucun équipement pour répondre réellement aux rumeurs et taper plus fort que ces rumeurs. Nous n'avons pas d'outils digitaux, nous n'avons pas d'outils du tout. Le nombre de personnes depuis des semaines qui me disent « Oh là là, le coronavirus est arrivé à Verneuil », c'est quand même un bon exemple. On n'a aucune connaissance. Peut-être que c'est complètement faux, je l'espère. Peut-être que c'est complètement vrai, j'en sais rien. La rumeur qui a parsemé cette campagne s'explique aussi d'une certaine manière sur des sujets graves parce que notre commune n'est pas équipée. Tant qu'il s'agit de sujets légers, j'ai envie de dire, ce n'est pas grave. Mais parfois, il faut prendre ses responsabilités et oui, nous avons besoin de passer aux outils que nous utilisons. Vous vous rendez compte ? Le fil Twitter de la commune, regardez à quoi il ressemble. J'espère que ce n'est pas un outil qu'ils espèrent utiliser un jour. Vous avez vu les réseaux sociaux et puis au-delà le site internet, on n'a même pas de push s'il y avait une catastrophe. Vous savez, dans les villes aux alentours, ils l'ont mis en place. Ça leur a rien coûté, parce que d'ailleurs il y a des aides d'État sur ces sujets. Alors sans faire de catastrophisme, sans rien dire de tout ça, juste se dire que nous équiper, ça ne coûte pas grand-chose et ça nous rassurerait. D'avoir des informations fiables, en direct, en live, avoir également des moyens de se parler, avoir des moyens de communiquer, avoir des moyens naturellement d'échanger. Ça sera aussi un moyen de valoriser nos commerces. Ça sera un moyen de communiquer. Ça sera une plateforme toute simple, comme il existe à Poissy, à Saint-Germain, à Vernouillet, Triel, etc. Tout ce que je vous dis ce soir, d'une certaine manière, c'est du blabla. C'est des paroles, nous sommes en période d'élection, et d'une certaine manière,
c'est à prendre ou à laisser. On dit toujours les paroles s'envolent. Ça me rassure, les écrits restent. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que d'une certaine manière, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et pourquoi demain, vous pouvez croire en nous? C'est parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nous n'avons pas seulement fait des promesses, nous vous avons démontré une méthodologie. Nous ne sommes pas arrivés à quelques semaines des élections avec un programme tout fait. Nous sommes arrivés avec une armée de bras qui était venue à votre rencontre constituer ce programme qui vous ressemble. Et la deuxième raison, c'est parce qu'au-delà de tout ce que vous avez pu lire sur les prétendues réalités ou sur ces grands débats sur les différents sujets que nous avons mentionnés, nous avons une force que bien peu d'autres ont. Nous avons une équipe. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, vous les retrouverez encore une fois sur le programme, que ce qui fait une ville, ce sont les gens. Ce sont les gens engagés, les citoyennes et les citoyens. La plupart des personnes de notre équipe, nous ne les connaissions pas il y a encore 8 mois. J'ai pas peur de le dire. Notre recrutement, il s'est fait en porte-à-porte, par bouche à oreille, mais il a été extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que nous sommes qui? Nous sommes des personnes à votre écoute, à vos côtés, depuis des mois et des mois. Et nous sommes naturellement passionnés par notre ville. Alors, il me semble essentiel de terminer ce petit monologue déjà beaucoup trop long, interrompu par 20 et 20 personnes qui sont en train de regarder, je l'imagine, le discours de notre président, en vous disant... C'est maintenu. En disant, je vous rassure, de toute façon, même si ce n'était pas maintenu, on aurait continué la campagne 6 ans. Donc, c'est juste une bonne nouvelle pour les policiers. On était prêts. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, on m'a interrogé. J'avais dit, 1 an, 6 ans, ils peuvent retarder, on en restera sur le terrain. Bon, ça rassurera quand même certains parce que, bon, c'est dur. Mais on est là et on sera là. D'une certaine manière, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est un travail d'équipe, un travail de collectif. On a mis les mains dans la gadoue et on a sculpté une statue. Cette statue, c'est le programme que vous avez entre les mains. C'est l'équipe qui était à nos côtés. Et c'est à elle, ce soir, que je voudrais dire un seul mot. Ce seul mot, c'est merci. Alors dimanche, vous aurez le choix entre plusieurs visions. Vous connaissez la nôtre. Nous comptons sur vous pour faire le bon choix. Et naturellement, quoi qu'il arrive, nous resterons à vos côtés. Je vais répondre maintenant à vos questions. Merci, bonsoir. Moi j'ai une question sur la marina. On est arrivé un peu en retard, je m'en excuse. Pas de souci. C'est possible de ne pas la faire? Je pensais que tout était planifié. Alors, en effet, on a entendu beaucoup de rumeurs dire la marina a été tellement bien faite, tellement ficelée qu'il est impossible de revenir en arrière. Alors nous, on a regardé les dossiers. Premièrement, les permis de construire ne sont pas déposés. Les permis de construire, tant qu'ils ne sont pas déposés, il n'y a pas de marina. Deuxièmement, la marina s'inscrit dans l'OIN. Si l'État s'oppose à la construction de la marina, comme la secrétaire d'État lundi l'a dit, il n'y aura pas de marina. Troisièmement, en effet, si nous décidions, pour X ou Y raison, si nous décidions de ne rien faire, oui, ça aurait un impact financier sur notre commune et donc sur nos portefeuilles. Sauf que ce n'est pas ce qu'on dit. Nous, on ne veut pas de cette marina parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 150 bateaux à cet endroit-là. On n'a pas besoin non plus de creuser plusieurs mètres pour créer une darse et transformer un terrain qui est une zone écologique à protéger. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut protéger la zone naturelle du bord de Seine et par contre revitaliser pour créer un pôle d'attractivité économique au lieu et place de l'ancien Caterpillar. L'idée, c'est simple, c'est dépolluer les sols. Les plus écolos vous diront qu'ils sont OK pour dépolluer ces sols, il ne faut pas ne rien faire. Mais par contre, il faut protéger le tiers de la zone qui constitue cette SNIEF, cette zone naturelle à protéger parce qu'elle crée une continuité avec les 2 étangs et donc permet aux oiseaux de se reproduire et de s'arrêter lors des différents moments de l'année. On a travaillé ce projet avec la LPO, on a travaillé ce projet avec la DIV, on a travaillé ce projet avec de nombreuses associations, avec l'État, avec les différents échelons. Oui, il est possible d'arrêter la marina,
sans impact financier pour nos portefeuilles. Et quand vous avez rencontré sur le marché, vous aviez parlé d'un autre endroit, donc l'arcade intérieure. Il paraît que c'est très pollué en profondeur jusqu'à 20 mètres. Alors, pour vous répondre très simplement, ça nous a été opposé quand on a dit en effet, alors la zone Caterpillar, elle n'est pas polluée plus que ça. C'est par contre en effet la zone des 3 étangs qui est de l'autre côté de la gare des Clairières. En effet, on nous a dit, oulala, c'est impossible de construire, il y a 20 mètres de déchets, de déblais, etc. sous la zone. Je confirme. Les enquêtes de sol avaient été faites d'ailleurs sous l'époque de Jacques Massacré, bien avant que Philippe Tautou prenne les rênes de Verneuil. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'époque, ils avaient dit que ce n'est pas constructible. C'était vrai. C'était vrai. Sauf qu'il s'est passé du temps. Les technologies ont été transformées, les faits ne sont plus les mêmes. Et en l'occurrence, on a parlé à plusieurs experts. Il y a 30 ans, on n'aurait pas su le faire. Mais des sablières qui ont été remplies de déchets et de plein de choses dégueu, pour parler franco, il y en a eu à d'autres endroits, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu au Canada. On a pris des cas identiques. On a parlé avec des aménageurs, on a parlé avec des promoteurs, et ce qu'ils nous disent, c'est clair. Ce qu'ils nous disent, c'est clair. C'est que c'est une opportunité en or massif. Pourquoi? Parce que oui, ça va leur coûter un peu cher, mais on parle de terrains qui sont juste à côté d'un futur pôle éole. Et ça n'a pas de prix. Et ça, ils sont prêts à payer parce qu'en fait, c'est une opportunité en or massif. Oui, c'est possible de construire sur la zone des 3 étangs. Et ça représenterait combien de logements? Parce que la marina, on avait dit 600 personnes. 600 Alors, attendez, il faut juste être clair entre nous. 1600 personnes. Non. 600 logements, 150 bateaux, à peu près à la louche, environ 2000 personnes. Et avec les infrastructures, les écoles et l'école. Tout à fait. Alors, plusieurs choses. C'est une excellente question. Aujourd'hui, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. D'abord, il faut regarder ce qui nous est imposé. Est-ce que l'OIN, l'opération d'intérêt national, nous impose strictement de créer 600 logements ou pas? Je pense qu'il va falloir creuser les dossiers une fois qu'on y aura enfin accès. Parce que mon avis, c'est qu'on n'est pas obligé nécessairement de créer 600 logements. Maintenant, il faudra regarder les documents. Seuls les élus les ont entre les mains. Deuxièmement, oui, il faudra créer des infrastructures. Il y a des opportunités en or à aller chercher. À chacun des ateliers qu'on a fait, y compris au grand débat, on m'a dit quand est-ce que vous allez pousser pour créer un lycée, pour créer des instituts, pour créer des... Et à chaque fois, je disais, on a un super terrain. Moi, un lycée, c'est pas moi qui paye demain, si je suis maire. Ça dépend pas de la mairie. Ça dépend de la région, en l'occurrence. Par contre, valoriser ce terrain, qui est à côté du futur RER E, et se dire que vous serez demain à cet endroit-là, à 5 minutes, à une station de Vernouillet-Verneuil, et donc à quoi? 10, 15 minutes, même pas à pied, du marché, de l'église, des boulangeries du centre-ville? Pourquoi aller s'enclaver dans un quartier inaccessible au niveau de la marina, sans transport, sans rien, où vous êtes à équidistance des deux gares? Vous êtes à quoi? 30 minutes à pied des deux gares, alors que vous pouvez être à 5 minutes, même pas, la gare des Clairières, avec un trafic beaucoup plus dense, avec un trafic beaucoup plus régulier, y compris le soir et le week-end, qui nous permettra d'avoir un meilleur accès en mobilité collective et plus douce à notre centre-ville. Il n'est pas question de faire une ville dans la ville, mais notre ville doit grandir. Il n'est pas question de créer un nouveau quartier hors sol. Il n'est pas question non plus de mettre des futurs habitants en danger. Notre vision de la ville, c'est accompagner la croissance de notre commune en limitant la concentration, en limitant l'expansion, pas touche à nos bois, mais par contre, en revitalisant les zones industrialisées, sclérosées. Et c'est le cas notamment de la zone des 3 étangs. Sur la route rouge, il paraît que vous avez dit que vous avez écrit dans le programme, j'ai découvert qu'il y avait des sanctions financières si elles n'étaient pas faites. Alors moi je suis contre route rouge, mais je suis consciente aussi qu'il y a un problème de mobilité, fluidité de la mobilité dans Verneuil. Je ne suis pas concernée par André Marot parce que j'ai la chance de ne pas quitter le nom, mais je sais que les gens se plaignent. Donc voilà. Quel est le niveau des sanctions financières? Parce que Verneuil en a déjà payé pas mal avec le bois. Vous avez raison. En l'occurrence, c'est pour ça que tout à l'heure je me permettais de faire applaudir Pierre Bédier. C'est qu'en effet, il suspend une épée de Damoclès d'une certaine manière
au-dessus de nos têtes. En effet, les subventions du conseil départemental sont réelles. C'est eux qui gèrent le social, et notamment certaines structures scolaires. Mais à partir du moment où il donne sa bénédiction visiblement à une consultation, c'est que j'assume. Une bonne nouvelle pour nous. Un maire tout seul qui s'opposerait, oui, s'opposerait à des sanctions. Un maire seul. D'ailleurs, aucun maire seul n'a réussi à rien faire. Si un maire seul avait pu faire soit la route, soit ne pas la faire, on ne serait pas dans cet entre-deux. Philippe Tautou veut la faire depuis 20 ans. Il n'a pas réussi. Ça veut dire qu'un maire qui ne veut pas la faire, il n'y arrivera pas mieux d'une certaine manière. Si on veut trancher le débat, il faut une consultation. Et je suis ravi de savoir qu'en plus, il n'y aura pas de sanction. Puisque le président du conseil départemental a donné sa bénédiction à une telle consultation en laissant Patrice Géguic organiser à notre suite cette consultation. C'est pour ça que je suis rassuré. C'est que demain, le sujet de la RD 154, il est désormais scellé. On fera une consultation, sans sanction, le peuple de Verneuil sera souverain. Et c'est très clair. De toute manière, la jurisprudence le montre. À chaque fois qu'il y a eu des consultations, locales, j'entends, elles ont quasiment toujours été suivies. En tout cas pour notre part, et en tout cas pour ma part, vous savez et vous avez constaté que je n'ai jamais donné ma position. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un maire seul qui la prendra. Ma position, ça sera de porter votre voix demain, au lendemain de cette consultation. Alors, j'en fais une dernière. Vous avez parlé d'attirer des entreprises ici. Vous avez déjà des montants ? Alors, sans dévoiler qui est. Alors, la réponse, elle est simple. Il y a deux manières d'attirer des entreprises. La première manière, c'est de d'abord créer les conditions. Et ça, c'est ce que nous voulons faire. La deuxième manière, c'est ce qui s'est passé en fait finalement depuis des années, c'est ce que j'appellerais du copinage. Il est hors de question, j'entends, hors de question, que ce soit une équipe qui par copinage attire des entreprises. Est-ce que j'en ai parlé à des entreprises à titre individuel ? Oui. Est-ce que j'ai des campus universitaires et d'industrie prêts à se déplacer à Verneuil ? Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionnera demain ? Non. Il faut jouer et assumer le rôle de la transparence et donc des appels d'offres. Nous jouerons la carte de l'appel d'offres. Nous savons qu'il y aura une vraie demande. On le sait. Lorsqu'il y a eu un appel d'offres pour le petit bâtiment de l'état civil, il y a plus d'une quarantaine de commerces prêts à s'y installer. Symétriquement, nous savons que si nous valorisons suffisamment notre patrimoine naturel, etc., et puis nos terrains, alors oui, il y aura une forte demande, et oui, nous pourrons faire mieux qu'attirer des entreprises. Nous pourrons même choisir les entreprises que nous désirerons attirer à Verneuil. Ça nous permettra de faire des choix. Est-ce qu'on veut vraiment avoir des entreprises très polluantes à grande proximité de nos habitants ? Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Lorsque je vois les accidents qu'il y a pu y avoir aux Clairières à la fin de l'été dernier, je me dis que c'est peut-être pas responsable de laisser les choses en l'état. Et par conséquent, qu'il faut parfois accepter de trancher et d'assumer vraiment, parce qu'on réunit les conditions, quelles sont les entreprises qu'on veut, quelles sont les entreprises qu'on ne veut pas, quels sont les logements et les types de logements qu'on veut, quels sont les logements et les types de logements qu'on ne veut pas. C'est la décision d'un maire. C'est le rôle d'un élu. Bonsoir. Moi, j'avais une question, c'est qui parle aussi bien de la sécurité, de l'écologie, c'est la chasse. Je suis anti-chasse, je suis désolée s'il y en a, je suis anti-chasse. Personnellement, je sais ce que vous allez me répondre, la population des sangliers, ils s'en produisent vite. Mais je connais déjà les réponses, mais quand on reprend vraiment, la nature est très bien faite, elle a un certain cycle. Le sanglier, avant d'avoir un chasseur, il avait un prédateur qui a été malheureusement tué par le chasseur, par l'humain, il faut dire ce qui est. Le premier prédateur a été le loup, mais le loup a été exterminé. Je suis contre la réintégration des loups dans votre dernier. Non, je comprends, mais le loup, par rapport aux chasseurs, ne pollue pas. Les chasseurs, eux, laissent leur douille de plomb dans la nature, qui pollue la nature. Moi, j'ai tendance à me promener avec, que ce soit mes enfants ou mon chien en forêt. Je vois des petits écureuils, des animaux dans tous les sens. C'est super mignon, mais quand on voit que c'est pollué par des plombs, non, je sais pas, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait réfléchir. Après, je pense qu'il y a d'autres solutions que de tuer pour réguler. Je pense qu'on peut essayer de trouver d'autres solutions que la chasse. Alors, je vais vous répondre assez simplement.
Aujourd'hui, à Verneuil, on a une réalité qu'il faut assumer aussi. La réalité, c'est la suivante, c'est que nous avons notamment des sangliers dans notre commune. Pas que d'ailleurs. C'est une richesse, ça fait partie de la richesse de notre faune. En l'occurrence, il y a une réalité subsidiaire. C'est qu'à proximité de nos bois, il y a des habitations, et puis nos bois, ils sont vivants. Moi, j'ai fait du cross dans le collège, et ce qui me paraîtrait déjà, avant de répondre à la question, c'est qu'on arrête de faire la battue au sanglier au même moment que le cross du collège. Alors ça semble être une blague, c'en est pas une. Alors au-delà des blagues, la question de la régulation de notre faune, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je vais vous répondre en toute transparence, la seule solution pour régler ce sujet, c'est d'accepter une concertation. Je me souviens, il y avait eu des sujets avec les chasseurs. On n'a pas tant que ça à Verneuil, mais il y en a. Et eux-mêmes, ils étaient prêts finalement à discuter des périodes, des saisons, etc. On fait partie de ceux qui ont mis très tôt dans notre programme, à peu près avant tout le monde de mémoire, qu'il fallait mettre une assemblée en charge notamment de traiter au niveau de la commune des sujets d'écologie. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour améliorer l'état de notre forêt, au-delà de la question de la chasse. Maintenant, en toute transparence, s'il y a des alternatives, tant mieux. S'il n'y en a pas, il faudra bien aussi affronter la réalité. Je dois vous avouer, je ne connais pas suffisamment le sujet de la chasse pour pouvoir vous dire s'il y a du tac au tac des alternatives. Mon feeling, c'est que ça me paraît vite compliqué. Cela dit, s'il y en a, je ne suis pas fermé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'adore me promener dans le bois Verneuil, c'est pour ça que je suis assez près de ce bois. Et là, en se faisant une promenade cet après-midi, et tous ces bois qui sont abattus, tous ces arbres qui sont abattus, vous appartiennent, qui décide? Ils étaient malades. Ils étaient malades. Alors, c'est une forêt. Non, mais c'est une forêt communale. C'est une forêt communale, donc c'est la commune. Maintenant, il y avait des bois qui étaient malades et c'est bien. Honnêtement, c'est bien de gérer notre bois, de valoriser notre forêt et notamment d'éviter que des arbres puissent tomber lorsqu'ils sont malades, en effet, sur des passants, sur des promeneurs, sur des enfants. Alors après, entendons-nous bien. Oui, pour l'entretien de notre forêt. Oui, pour l'entretien de nos bois. Non, n'importe quoi. Et en l'occurrence, il y a des sujets qu'il faut admettre, notamment au niveau de Bècheville. Il y a des endroits où c'est peut-être un peu trop coupé. Maintenant, il faut les entretenir, il faut les maintenir. Je ne vais pas me prononcer ce soir, arbre par arbre, sur la forêt, parce que ça ira un peu loin. Mais cela dit, oui, pour tout simplement un maintien responsable, écologique, participatif, pourquoi pas, de la forêt. Vous savez, il y a beaucoup de monde, c'est assez amusant, il y a des tas d'applications très simples qui permettent de dire lorsqu'un arbre est malade ou dangereux. C'est tout bête, ça permet juste de géolocaliser l'arbre et de le remonter à la mairie, comme ça on peut faire le nécessaire. Il y a des choses simples, il faut arrêter de se compliquer la tête et de se dire on va tout de suite faire d'énormes travaux, d'énormes sujets, d'énormes projets. Parfois il faut décider, il faut trancher, parfois il faut couper, parfois il faut chasser. Parfois, il faut prendre des mesures fortes. Mais parfois, on peut aussi juste prendre des mesures, entre guillemets, en bon père de famille. Voilà. En tout cas, pour la chasse, je suis tout à fait d'accord avec madame. Ceci dit, oui, s'il y a trop de sangliers, c'est un sujet. Par contre, l'affichage pour les jours de chasse, c'est pas... Il y a un manque de communication dramatique. C'est dramatique. Une petite affiche sur un genre, lundi prochain, battu au sanglier. Moi, je peux vous dire, je rigolais pas quand je vous disais, mais je rigolais pas quand je vous disais que quand moi j'étais môme à Janzay, quand on tournait autour du stade et qu'on allait ensuite faire les petits détours dans la forêt, on entendait les tirs. Oui, ça m'arrive aussi. C'est inacceptable. Je fais la marche nordique au bureau et je peux vous dire que j'ai trouvé ça fort de café qu'on puisse. Ah ben c'est clair. Tout un groupe, même coloré, voilà. D'avoir modifié le... C'est tout le problème du manque de transparence et du manque de communication. C'est tout le problème de manque de communication et de transparence.
Manque de communication, manque de transparence, manque de responsabilité de nos élus sur ces sujets. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon après ce sera le temps d'aller fêter derrière avec un bon verre et un peu de quoi manger le fait qu'on maintienne les élections. Ça marche toujours mieux avec un bon verre. Une chose à dire, c'est Ouais. qu'à partir de lundi, donc fermeture complète des écoles et des universités. Ouais. Alors, je voudrais vous dire plusieurs choses. Ouais. C'est pas pour moi, mais c'est pour. Enfin, s'il y a une chose qui me scandalise aux Clairières, la gare des Clairières, c'est l'éclairage. Pendant des années, on n'a rien eu, mais là, la gare, elle est éclairée jour et nuit. Alors, c'est pas que la gare. Hein. C'est pas que la gare. C'est pas que la gare. La question de la gestion. Alors, c'est plus compliqué, mais la gestion de l'éclairage sur notre commune est un problème au sens plus large. Il y a même des visites qui sont organisées par des associations pour réaliser l'impact de ces éclairages sur l'écologie. En l'occurrence, il y a des choses à faire, des choses toutes simples, avec des capteurs, par exemple. Et puis au-delà des capteurs, il y a des petites choses qui sont nécessaires d'envisager pour améliorer ça. Ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là. Non, j'ai une question. Allez, une dernière. Pas pour. Je vous en prie. C'est pas pour moi, je ne suis pas concernée, mais je trouve ça scandaleux de la part de la SNCF. Ouais. Il y a des personnes qui ont fait construire, qui ont eu des permis de construire pour construire le long de la voie. Et en ce moment, la SNCF, à cause du projet EOL, est en train d'abattre des arbres sans concertation préalable. Donc, d'abord, sans concertation préalable, pas qu'il appartienne ces arbres. La deuxième chose, c'est que ce sont des nuisances insupportables pour ces personnes-là. Donc, alors, je vais vous répondre encore pire que ça. Je vais vous dire que moi, j'ai discuté avec les copropriétés, notamment celles des gros chênes. En l'occurrence, il y a plusieurs choses inacceptables qui se passent au niveau de la gare des Clairières. D'abord, oui, des arbres sont abattus, dont certains sont abattus avec l'approbation des élus en place, puisque ce sont des terrains communaux. Oui, il y a une réalité avec la construction portée par notre mairie pour créer des bâtiments 100% logements sociaux pour compenser. Il faut bien compenser le fait qu'au Clos du Château et à l'Orangerie, à l'Alchimie, on ne crée pas du tout de logements sociaux dans les ensembles immobiliers. Et bien par conséquent, sur les 2 terrains de tennis à côté de la gare des Clairières, oui, en effet, ils vont construire des ensembles de plusieurs dizaines de logements strictement sociaux pour compenser. C'est inacceptable. Il faut penser l'urbanisation de notre ville de manière responsable, écologique et faciliter le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quoi? C'est pas créer d'un côté du logement social et de l'autre des logements tout court. C'est créer un ensemble où on vit ensemble. Oui, mais qui va créer un mur anti-bruit pour ces gens, pour ces... Alors ça sera de la responsabilité notamment de la SNCF. Excusez-moi l'expression, mais ils se sont moqués d'eux. Les pires. On leur a proposé des fenêtres anti-bruit et en fait une seule. Alors, je vous propose d'en parler de manière détachée parce que c'est plus compliqué que ça, à mon avis, des dossiers que j'ai récupérés, notamment des dossiers juridiques. Bien sûr. Non, vous avez raison. Hein. Alors, je me permets de terminer cette soirée avec une... Mais vous avez raison. Et on est d'accord avec vous par ailleurs. Alors, pour conclure, je voudrais juste quand même dire quelques mots des annonces qu'il y a eu ce soir, pour celles et ceux qui ne les auraient pas eues. Vous avez donc eu connaissance du fait qu'il y a eu une déclaration du président de la République tout à l'heure. Cette déclaration annonce qu'en effet, les élections municipales sont maintenues. En effet, il n'y a pas, selon lui, de contre-indication. L'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. C'est pour cela qu'il faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Il demande par là à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles qui souffrent de maladies chroniques, de problèmes respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester le plus possible chez elles. Elles pourront bien sûr faire leurs courses, s'aérer. Il faudra limiter les contacts et par conséquent, à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre, nos enfants et nos plus jeunes sont ceux, parce qu'ils propagent le plus rapidement le virus, qu'ils souhaitent protéger immédiatement. Par conséquent, une intensification du télétravail sera mise en place, les transports publics seront maintenus, mais les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés jusqu'à nouvel ordre. À partir de lundi. Sur cela, je vous souhaite une bonne soirée. Je compte sur vous, nous comptons sur vous dimanche et nous vous proposons un moment d'échange plus participatif et sympathique autour du buffet derrière.